Ce week-end, pendant l'UFC, le diffuseur canadien a lancé un trailer qui, je pense, ne devait pas lancer et qui donnait quelques indications par rapport à l'UFC 306, l'UFC Sphere, l'UFC Noche, l'UFC Riyadh Season, on ne sait pas comment l'appeler. Bref, le trailer annonçait Max Holloway contre Topuria et Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili. C'était deux combats qui étaient déjà en rumeur. Et donc, cette petite erreur du diffuseur canadien semble indiquer que les deux combats sont sur le point d'être officialisés. Et j'en parle juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Bon, avant de commencer, on va toujours prendre ça avec des pincettes. Les combats sont pas officiels. La raison pour laquelle les trailers sont prêts signifie que l'UFC a investi dans la création de ces trailers, donc c'est pas aléatoire, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a une forte chance que les combats soient prévus. Lancer un trailer, créer un trailer, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de l'argent. On sait que l'UFC investit bien l'argent, donc ils vont pas le faire à moins que ce soit déjà officiel, déjà signé, ou très proche de l'être, ou comme ils le font d'habitude, qui vont annoncer les combats, même si c'est pas signé, et qui vont les forcer par la suite. Maintenant, la raison pour laquelle ça n'a pas été diffusé pendant cette UFC et qu'il y en a un qui l'a lancé et qui l'a arrêté, c'est peut-être justement parce que c'était prévu et puis il y a eu un couac quelque part, une blessure ou que sais-je, et que au final ils ont annulé en dernière minute. Il y en a un qui a oublié de l'annuler et ça s'est lancé et puis ils l'ont coupé en plein milieu. Voilà, on peut spéculer très très longtemps là-dessus. La réalité, c'est que on était déjà nombreux à avoir entendu ces rumeurs que les deux combats étaient prévus, ou en tout cas faisaient partie des plans de l'UFC. Et le fait qu'il y ait un trailer qui se soit lancé, ça veut dire que soit on est proche d'une officialisation, soit ça a été officialisé, mais on a dû l'annuler en dernière minute pour une raison X ou Y. Je voulais quand même prendre le temps de discuter de ces deux combats, mais aussi de cette carte UFC 306, UFC Noche, UFC Riyadh Season, UFC La Sphère, parce que ça devrait être une dinguerie. Si on a ces deux combats-là, et en plus de ça, on a tous, évidemment, en tant que Français ou fans francophones ou Belges, entendu parler que Grasso contre Shevchenko était prévu sur cette carte pour la trilogie, mais avec Shevchenko qui veut pas, on en parlera après. Bref, ici, on aurait a priori le main event, ce serait donc Topuria contre Max Holloway. Très généralement, dans plus de 80% des cas, quand il y a plusieurs title shots sur une même carte, c'est la catégorie la plus haute qui se retrouve en main event. On a certaines exceptions, mais dans ce cas-ci, je vois pas pourquoi on ferait une exception. J'aime bien toujours commencer par faire un petit récap. Tout le monde connaît Topuria, tout le monde connaît Holloway, mais voilà. Topuria, invaincu en 15 combats professionnels, il a 15-0. Ça fait 7 combats qu'il est à l'UFC, donc quasi la moitié de sa carrière à l'UFC, évidemment invaincu à l'UFC, et 5 victoires par KO, 8 par soumission, quelques-unes à la décision. Ça reflète très très bien son style. Avec Brian, on a déjà fait cette vidéo, justement une vidéo d'analyse sur Holloway contre Topuria. Le combat n'était pas du tout prévu, mais c'était une semaine creuse et on trouvait ça kiffant de pouvoir faire l'analyse. Brian avait fait une très bonne description de Topuria. Topuria a commencé dès le plus jeune âge par la gréco-romaine. Dès le moment où il est devenu expert de chez expert en gréco-romaine, il est passé dans sa spécialisation Jiu-Jitsu, où il est devenu le premier géorgien à avoir une ceinture noire, et il a obtenu sa ceinture noire d'une manière extrêmement expéditive, très très rapidement. Donc il y a un vrai talent chez ce gars, et en plus de ça, c'est un bosseur. Et dans sa transition où il apprenait le MMA, il commençait déjà à boxer. Et là, depuis qu'il est à l'UFC, il a mis un gros focus sur la boxe anglaise et il commence à intégrer des nouvelles choses à son arsenal, notamment des calf kicks, ce qui fait qu'il a un background incroyable en gréco, donc une très très bonne lutte. Il a un excellent jiu-jitsu et aujourd'hui, il a prouvé que en tant que boxeur MMA, il fait partie des meilleurs.
des meilleurs de l'histoire en termes de boxe MMA. Il a prouvé contre Josh Emmett notamment, où il fait vraiment une masterclass debout. Il avait déjà montré de très belles choses par le passé, avec ses KO contre Damon Jackson, contre Jay Herbert, et forcément son KO contre Volkanovski. Donc un combattant très complet. Et alors le défaut qu'on dit souvent sur Fight Minds, quand t'es complet, t'excelles pas partout. Sauf certains combattants, dont Ilia Topuria fait partie, Makhachev en fait également partie, John Jones en fait partie. Ce sont ces gars qui sont complets, mais dangereux et excellents partout. Comment les battre? Voilà, les trois noms que je viens de citer sont des gars qui semblent quasi imbattables dans la cage et qui ont rarement été mis en difficulté, tout simplement. De l'autre côté, on a Max Holloway, un vrai vétéran. Il est très jeune par rapport à son palmarès, il est très jeune par rapport à son expérience. 26 victoires, 7 défaites dans sa carrière. Il est à l'UFC depuis tout le temps. À l'UFC, il a 22 victoires, 7 défaites. Donc il est arrivé à l'UFC, il avait genre 23 ans, je pense, 4 victoires, 0 défaites. Il a été construit contre la crème de la crème du sport. 12 victoires par KO, 2 par soumission. Ici, on va revoir aussi les 5 derniers combats de part et d'autre. Donc, du côté de Max Holloway, ces 5 derniers combats, c'est gros fight of the night contre Yair Rodriguez. Ensuite, la trilogie contre Volkanovski. Ça a été le plus clair. Le premier et le deuxième combat, c'était serré. Le troisième combat, pas l'ombre d'un doute. Volkanovski l'a dominé. Ensuite, il revient et il change son style. Ça, c'est très important. Contre Yair, il était encore un peu en mode gros volume, je vais à la guerre, je vais à l'échange. Contre Volkanovski, c'est pas passé. Volkanovski a trop bien géré. Arnold Allen, on a trouvé un Max Holloway qui était beaucoup plus mesuré, mais qui gardait ce côté agressif sur des moments beaucoup plus opportuns. Il a continué ce style contre Corinne Zombie, ce qui lui a permis de gagner par finish. Et puis forcément, sa montée en lightweight pour devenir le BMF. Et sa grosse victoire, je reviendrai plus dessus, contre Gaethje. On en a assez parlé, on a assez eu de frissons sur cette victoire-là. Du côté de Topuria, forcément, ses 5 derniers combats, c'est son ascension vers le titre. Donc il y a Ryan Hall, forcément, il a blindé dominé. Je crois qu'il était underdog dans ce combat, et j'avais pas compris pourquoi, parce qu'il avait vraiment... Et Topuria, c'est la némésis par définition de Ryan Hall, et il l'a prouvé dans la cage. Ensuite, sa montée en lightweight contre Jay Herbert, où il a été mis drastiquement en difficulté sur un high kick dans le premier round, et il revient. Bryce Mitchell, super belle performance. Josh Emmett, on doit utiliser le mot masterclass. Et Volkanovski, intéressant. Volkanovski prend le premier round. Il vient avec la bonne approche, mais malgré tout, et on en avait parlé avec Brian, dans ce combat-là, Ilia n'était pas venu pour prendre les rounds, il était venu pour construire son KO. À l'image de Alex Pereira, qui souvent ne vient pas pour prendre les rounds, mais pour construire son KO, ce qui montre une grosse confiance en lui. Tu rends compte que Volkanovski, et tu sais que tu vas le mettre KO, et tu es patient jusqu'à l'obtenir, et tu l'obtiens dans le deuxième round. Exceptionnel. Donc ce combat-là, évidemment, la raison pour laquelle Brian et moi on avait fait une vidéo alors que c'était pas prévu et que si ça se produit, c'était longtemps après la vidéo et qu'on l'avait bien préparé, c'est parce que c'est probablement le combat ou l'un des plus beaux combats qu'on peut organiser en 2024. Que ce soit sur la hype du combat, sportive et extra-sportive, que ce soit sur les compétences, le combiné de compétences qu'on peut retrouver dans la cage, c'est difficile de trouver 2 athlètes aujourd'hui qui peuvent se rencontrer réalistiquement dans la cage de l'UFC et qui combinent autant de compétences de haut niveau. C'est un combat qui est exceptionnel à absolument tous les niveaux. On en a parlé en long et en large. Ici, on a clairement le côté, comme je disais, complet et excellent partout, contre spécialiste très difficile à sortir de son jeu. Donc, Max Holloway, c'est un spécialiste de pied-point. Plutôt boxeur, boxe anglaise. Il va utiliser ses kicks à bon escient pour justement surprendre et varier un peu ses attaques. Il travaille en gaucher, il travaille en droitier. Il travaille au volume. Il touche plus que 7 fois par minute ses adversaires, alors que, comme je l'ai dit, il a un échantillon de quasi 30 combats à l'UFC en ayant affronté la crème de la crème. Donc être capable de les toucher plus de 7 fois par minute en se faisant toucher moins de 5 fois par minute, c'est une stat qui est ultra impressionnante. Et à quel moment on l'a vu réellement se faire mettre au sol et se faire dominer au sol? C'est très compliqué. Donc, dans ce combat, il y a vraiment ce côté, est-ce que Topuria va rester debout contre Holloway et
on sait que Topuria a une carte à jouer debout, mais Holloway, il n'y a que Volkanovski en featherweight qui a réussi à le dominer debout. Sinon, il faut aller chercher Poirier en lightweight. Et en plus de ça, il y a ce nouveau style. Depuis qu'il a adapté son style, alors il a eu que 3 combats depuis ce nouveau style, Max Holloway un peu plus mesuré, ben, il a été imprenable, littéralement imprenable. On l'a même pas mis en difficulté avec ce nouveau style. Et de l'autre côté, est-ce que si Topuria décide de lutter, est-ce qu'il en sera capable? Et si oui, à quel point est-ce que l'écart de niveau est flagrant? C'est un combat vraiment... Ouais, j'espère qu'il est validé et j'espère qu'ils vont l'annoncer bientôt parce que s'ils l'annoncent maintenant pour mi-septembre, on a 2 mois de préparation. On a un vrai camp. On a 8 semaines de préparation. C'est un vrai camp et c'est ça dont on a besoin. C'est ces 2 combattants élites avec une vraie préparation l'un contre l'autre dans la cage sur un gros événement où l'ambiance fera qu'ils vont délivrer une performance optimale. Ok. Deuxième combat qui a été annoncé et qu'on ne peut pas encore valider aujourd'hui, mais qu'on espère qu'il sera validé, Sean O'Malley qui viendra pour défendre son titre contre Merab Dvalishvili. C'était le combat à faire. C'était déjà le combat à faire avant que Sean O'Malley fait un peu sa star et demande sa revanche. Ce qu'on peut entendre quant à cette mentalité de champion. Je pense que O'Malley savait que si Vera devait passer un autre contender, genre un Sandhagen dans une revanche, ou un Dvalishvili, ou que sais-je, un Cerudo, ou peu importe, il allait pas le passer. Et donc, cette opportunité de prendre sa revanche allait partir. Donc, j'avais cette vision de Sean O'Malley qui a choisi Vera parce que c'était le moins compliqué par rapport au contender qu'il aurait pu avoir pour sa première ceinture. Et en fait, là, je suis en train de me demander si c'était pas plus une réflexion de c'est un combat que j'ai pas perdu. Il s'est auto-persuadé que c'était pas une victoire légitime pour Vera quand il l'a perdu et qu'il voulait absolument prouver au monde qu'il était meilleur que Vera et qu'il s'est dit ok, c'est maintenant ou jamais, donc je prends lui. Et puis de toute façon, les challengers que j'avais, ils seront toujours là. J'aime bien penser positivement comme ça. C'est mon côté bienveillant. Bref, Sean O'Malley, 18 victoires, une seule défaite, dont on vient de parler. Pour moi, elle est légitime. Hein. La victoire de Vera lors de sa première rencontre contre Sean O'Malley, elle est complètement légitime. Ce sont ces calf kicks qui amènent à ce... comment ça s'appelle dead foot, le pied mort. Et puis, ouais, son pied mort fait qu'il se retrouve sur son dos. Et puis, le finish au sol, c'est un vrai finish. C'est pas à cause de la jambe, c'est un coup de coude qui l'éteint. Point barre. Bel arrêt de l'arbitre. Bref, O'Malley, 18 victoires, une défaite, 11 victoires par KO, 2 par soumission. Il est à 11-1 à l'UFC. Ses 5 derniers combats, c'est sa victoire contre Paiva, son no contest contre Munoz, qui est peut-être sa contre-performance historique, sa victoire contre Petr Yan, controversée, peu importe. Moi, après avoir revu le combat, j'étais d'accord avec la décision. Très serré, mais j'étais d'accord avec la décision. Prise de la ceinture à Sterling, dans une très très belle prestation. Et Marlon Vera, la revanche, en 5 rounds, où il a prouvé qu'il était capable de durer les 5 rounds avec une grande efficacité. Son adversaire, Merab Dvalishvili, 17 victoires, 4 défaites, 3 victoires par KO, 1 victoire par soumission, vous l'aurez compris. On l'appelle The Machine, certains qui le trash talk aiment bien l'appeler The Decision Machine, 13 victoires par décision, 10-2 à l'UFC. Alors, je refais cette parenthèse qu'on fait souvent sur Fight Minds. Gagner à la décision, c'est, surtout quand c'est avec la manière de Dvalishvili, c'est une preuve que tu es juste meilleur sur la durée que ton adversaire. Donc, un Merab Dvalishvili qui ne finalise pas ses adversaires, c'est parce que ça fait partie de son style. Son style, c'est pas chercher le finish. Son style, c'est chercher la victoire en s'imposant de manière indiscutable. Il n'a pas de round serré, Merab Dvalishvili. Il te submerge. Il y va à l'usure. Ses 5 dernières victoires, Stamann, Moraes par TKO, une de ses rares victoires par finish. José Aldo en altitude. Petr Yan, alors qu'il était ultra underdog. C'est combien? Plus de 40 takedowns? Bref. Et Cerudo. Voilà. Une série de victoires incroyable. Les deux sont sur une très très belle série de victoires. Et de nouveau, un combat exceptionnel. Là, forcément, on est sur une opposition de style, mais une opposition de morphologie aussi. On a 1m68 du côté de Dvalishvili qui va vouloir casser la distance et lutter contre le mec qui mesure 1m80, donc 12 cm de plus que lui, avec 1m83 d'allonge, ce qui reste aussi très important à savoir. Alors, ce qui est très important et très intriguant et très intéressant dans ce combat d'un point de vue stratégique, c'est que
Les gens vont vraiment se poser enfin, la question se pose pas. Il y a une seule question dans ce combat. Est-ce que Dvalishvili est capable d'amener Sean O'Malley au sol? Parce que si oui, boulevard vers la victoire. Sinon, bah, il va se faire remettre KO par Sean O'Malley. C'est un peu comme ça qu'on le voit et ça semble assez logique. Et je pense pas qu'il faut, voilà, de temps en temps, il faut pas complexifier les analyses. Alors, ce qui est intéressant ici pour répondre à cette question, c'est est-ce que Dvalishvili est capable de casser à distance? Et si oui, est-ce qu'il est capable de compléter son amenée au sol? Je pense que ma deuxième question, c'est oui. C'est si on a un Dvalishvili qui fait une bonne entrée en lutte, je pense qu'il complète son amenée au sol. Peut-être pas avec un rate de 100%, parce que Dvalishvili, c'est ça, j'ai pas été regarder les stats, mais je crois pas qu'il ait plus de 50% de ses takedowns qui soient réussis. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va à l'usure. Il va pas shooter pour réussir, il va shooter pour fatiguer, pour re-shooter, pour créer ses ouvertures, pour varier ses entrées. Et puis, à un moment, ben, l'autre, il commence à fatiguer, et puis, là, ça commence à augmenter au fil du combat, parce qu'il a un cardio de dingue. Donc, d'un côté, il y a cette intrigue de distance et le footwork de Sean O'Malley fait partie des meilleurs footwork à l'UFC. Indiscutablement, et peut-être même historique encore une fois, son footwork est exceptionnel. Le footwork, c'est une arme de dingue contre la lutte. C'est une arme de dingue contre la lutte. Pas de contre-argument à ça. Et de l'autre côté, le cardio, c'est aussi une arme de dingue contre le footwork. Parce que forcément, sur un combat de 25 minutes, avec une certaine intensité, à partir d'un moment, on fatigue. Et quand on fatigue, les mouvements sont moins quali. Et on s'attend évidemment à ce que Merab Dvalishvili, il fatigue jamais. Donc lui, il va continuer à savoir mettre la pression, et fatiguer O'Malley de sorte à avoir des meilleures entrées en lutte plus le combat va avancer. Donc il y a vraiment cette question aussi de est-ce que Merab est capable d'amener au sol Sean O'Malley à partir du 3e round? Ou bien est-ce que Sean O'Malley est capable de le finaliser dans les 2 premiers rounds? Donc ce combat est rempli d'intrigues. Encore une fois, en termes de qualité technique, de qualité de compétences qu'on peut voir dans la cage, c'est incroyable. Et là, on a 2 spécialistes de style opposé. Donc c'est vraiment qui va savoir imposer son style à l'autre. Incroyable combat. Je voulais absolument qu'on puisse aussi en parler. Pour compléter cette carte, on va refaire un peu ce débat. Alexa Grasso contre Shevchenko, c'était prévu initialement pour clôturer la trilogie. L'UFC a investi dans cette trilogie avec le The Ultimate Fighter. Maintenant, on sait, le The Ultimate Fighter ne fait plus les chiffres que ça faisait à l'époque. Ce qui signifie que voilà, l'UFC a peut-être moins envie de faire des pieds et des mains pour que ce combat se passe absolument, parce que je me dis de base, t'investis dans un The Ultimate Fighter pour promouvoir un combat, t'as envie que le combat ait lieu sur la carte où tu comptais qu'elle ait lieu. Maintenant, si on part du principe qu'on a ce main event et ce co-main event avec Ilia Topuria, Max Holloway et Dvalishvili contre O'Malley, la carte est déjà exceptionnelle avec ces 2 combats. Si tu rajoutes un 3e combat pour le titre et que c'est pas contre Shevchenko que tu voulais et qu'en plus tu as cette option logique de Manon Fiorot, tu peux te dire, ok, on va prendre cette option-là parce qu'elle est très bonne aussi. Alors, on n'a pas fait la promotion via le TUF, mais on n'a plus besoin de promouvoir ce combat uniquement, puisqu'on a 2 autres combats à promouvoir, et on va pouvoir promouvoir la carte dans son entièreté, parce que j'y viendrai, il y a d'autres combats d'exception qui sont prévus ou qu'on a en tête pour cette carte-là. Donc, ce qui pèse bien dans la balance pour Manon, c'est ce côté-là, c'est on veut absolument Grasso sur la carte parce que c'est l'UFC Noche, on veut mettre en avant la seule championne mexicaine ce soir-là. La challengeuse qu'on a définie, elle veut pas, tant pis, on en a une autre qui est légitime. L'UFC a ce luxe-là. Il n'y a pas que Shevchenko dans leur choix. De l'autre côté, ce qui pèse un peu contre Manon, si vraiment Shevchenko veut pas combattre ce soir-là, c'est l'UFC peut se dire maintenant qu'on a une grosse carte, c'est pas si grave si on n'a pas Grasso sur la carte. On va faire Shevchenko contre Grasso au pay-per-view suivant ou à celui d'après. À voir. Maintenant, le pay-per-view suivant, c'est à Abu Dhabi. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir Shevchenko contre Grasso à Abu Dhabi? Je sais pas. Après, c'est au Madison Square Garden. Là aussi, ce sera une grosse carte où Grasso contre Shevchenko ne sera pas le combat qu'on va regarder avec grande attention parce qu'on s'attend au retour de John Jones sur cette carte-là. Donc, voilà. Ici, on met ça en suspens. J'espère, et j'imagine qu'on devrait avoir les news dans pas trop longtemps, parce que, encore une fois, là, on a 8 semaines de l'événement. Si on a des title shots, c'est très rare les title shots qui sont annoncés à 4 semaines d'un événement. Donc, ça devrait arriver cette semaine. On va prendre notre mal en patience. Maintenant, on va finir. Michel Pereira contre Fluffy est prévu. Donc ça, c'est un super chouette combat. Il y a d'autres combats qui sont prévus, mais ça, c'est vraiment la sous-carte. Et alors,
Après l'UFC 303, on se souvient, il y a Diego Lopez et Dan Ige qui ont vraiment fait quelque chose d'exceptionnel en super short notice. Et Dana White a accepté leur demande à tous les deux. Ige et Lopez veulent combattre sur cette carte de la sphère, l'UFC 306, l'UFC Noche, Riyadh Season. Diego Lopez contre Aljamain Sterling. Je glisse ça juste là. Ce serait pas mal, hein? Ce serait pas mal. Ça ferait sens en plus. Sterling, Dvalishvili, partenaires d'entraînement, ils se préparent ensemble pour la même carte. Voilà, il y a une certaine logique à ce combat que j'apprécie beaucoup. Sinon, on refait Lopez contre Ortega, même si on a entendu un Ortega qui disait que contre Lopez, c'était la dernière fois qu'il tombait en featherweight. Il a raté le poids pour des raisons de santé. Est-ce qu'il va vraiment vouloir redescendre en featherweight? Est-ce qu'il va officialiser sa montée en lightweight? Je sais pas, mais clairement, Lopez contre Ortega. Ortega sur une carte qui met en avant le Mexique, ça fait beaucoup de sens aussi. Il avait combattu au dernier UFC Mexico contre Yair Rodriguez. Peu importe, Lopez contre Sterling, Lopez contre Ortega, Lopez contre quelqu'un d'autre, ça complète très très bien cette carte. Et puis finalement, Dan Ige, on en a parlé dans le récap hier avec Brian, Dan Ige contre Jean Silva, ce serait un combat de ouf. Donc cette carte devrait être une dinguerie pour plein de raisons différentes. C'est un pay-per-view, mais voilà, on sait, il y a des pay-per-view qui sont moins bons que d'autres. Riyadh Season, il y a Turquie qui est derrière, qui va exiger une carte de dingue. Et on commence à avoir des rumeurs de combats de malades. Waouh, j'ai hâte. Dites-moi en commentaire vos pronostics pour le main event et co-main event qui ont été pseudo-annoncés. Mettez-moi en commentaire le degré de confiance que vous avez de voir Manon Fiorot contre Grasso sur la carte. Argumentez et donnez-moi un listing des combats que vous aimeriez voir sur cette carte pour donner un peu d'engagement. Vous avez vu, on se rapproche des 40 000, on est sur la route des 50 000 abonnés, donc abonnez-vous. À très vite, c'était Chris Genacht. Belle journée à tous.